Voilà. Nous allons donc continuer cet exposé et arriver enfin, disons, à ce moment particulier qu'on appelle les noces. C'est bon. C'est bon, hein, c'est bon. On ne fait rien. Donc, comme Rosemary vous l'a expliqué plusieurs fois, et ce matin aussi, enfin, le temps passe tellement vite, je n'ai pas l'impression d'être là depuis ce matin. Effectivement, il s'agit toujours de processus. Donc, nous, en quelque sorte, nous stigmatisons les étapes en donnant l'impression que les choses se font très rapidement, alors qu'en fin de compte, ce sont des processus qui durent longtemps. Parce qu'il faut naturellement que la personne puisse intégrer, et ceci de façon très concrète, par son comportement, disons, eh bien, ces états de conscience qui lui permettent de rentrer en résonance avec, disons, des énergies toujours plus élevées. Et ça, elle ne peut pas le faire, disons, de façon expérimentale. Elle est obligée d'être en oubli, disons, à cet état-là. Nous allons maintenant arriver, effectivement, dans la région du cerveau, au niveau des tubercules quadrijumeaux. Alors c'est vrai que ce dont nous avons parlé est très élevé. Ça veut dire que, au fond, c'est l'expression de la fin d'un processus. Effectivement, déjà dans le livre « Les noces alchimiques de Christian Rosecroix », il s'agit du 4e jour. Donc il y a déjà 4 jours qui sont passés et qui expriment déjà tout un chemin de transformation qui permet effectivement aux candidats, disons aux noces royales, eh bien, de monter dans la chambre des mystères. Tout à l'heure, nous avons parlé de la tour de l'Olympe. Donc, on peut imaginer que, parce que le candidat s'est suffisamment purifié, eh bien, ce feu du cœur, il a été touché par un feu dans le cœur, et il a pu, disons, stabiliser cette vibration par son comportement, au point que ce feu devienne extrêmement important, suffisamment puissant pour, par la circulation sanguine, eh bien, s'élever dans le sanctuaire de la tête et commencer, eh bien, à irradier l'hypophyse. Et c'est là que nous nous trouvons actuellement. Effectivement, le cerveau, eh bien, on peut le considérer comme la salle des noces. Alors, juste un petit mot sur, disons, le côté imagé, on peut dire, du conte. Vous devez savoir que la plupart des contes initiatiques, et même souvent des contes qu'on ne sait pas être initiatiques, eh bien, représentent, disons, des processus. Et que tous les personnages, eh bien, d'une histoire, en fin de compte, n'expriment et n'illustrent que des états relatifs à une seule personne. Vous pouvez, soit vous prenez Ali Baba, les 40 voleurs, Blanche-Neige et les 7 nains, ou alors l'Évangile, tout simplement. Quand vous prenez les différentes personnes de l'Évangile, eh bien, vous avez là des traductions de différents états d'une même personne au cours de son chemin initiatique. Un jour, peut-être, vous aurez accès à une conférence ou à un livre qui vous permettra de mieux comprendre, eh bien, au fond, la magie du conte. C'est la même chose avec les noces alchimiques de Christian Rosecroix. Christian Rosecroix, si vous voulez, c'est le prototype, eh bien, du candidat au mystère qui pénètre soit dans la grande pyramide, soit dans le sanctuaire le plus intérieur, c'est-à-dire qu'il arrive effectivement dans la salle des noces. Et là, il y a quelque chose qui va se passer d'extraordinaire. Alors, tout à l'heure, enfin, on n'a pas encore cité, mais on a parlé de la monade pour exprimer l'idée que la monade représente l'unité fondamentale de l'esprit. Et cette monade, comme toute expression, disons, dans ce monde et dans le monde de l'esprit, elle est double. Elle a toujours un aspect féminin et un aspect masculin. C'est pour ça que dans la salle des noces, nous allons voir des couples royaux. Et que dans la tête, eh bien, nous avons l'épiphyse et l'hypophyse aussi. Alors le pôle masculin de l'esprit, donc de la monade, correspond dans le cerveau à la pinéale, qui est aussi appelée, on l'a vu, épiphyse. Après son éveil dans le cœur, la nouvelle âme se réveille, monte dans la tête, on peut dire, c'est-à-dire la nouvelle âme. Le nouveau principe psychique s'éveille et se relie à l'hypophyse. Mais, avant que ce mariage puisse être accompli, les concepts mentaux et les images du développement précédent doivent être dissous.
Tout à l'heure, Rosemary a parlé de tous les processus mentaux, effectivement, que nous retenons et qui constituent notre identité. Eh bien, ça, c'est une partie du processus. Ça veut dire que tout au long du chemin, nous nous forgeons les images. On ne peut pas faire autrement. Mais que ces images que nous nous formons ne sont jamais la réalité. Et que nous devrons, à un moment donné, les abandonner aussi. Toutes les perceptions, toutes les pensées et sentiments de l'existence vécue jusqu'à présent ont laissé des traces dans le cortex cérébral sous forme de billions de synapses. Tout ce que vous percevez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, eh bien, est inscrit dans cette mémoire, disons, corticale. Et en outre, lors de la naissance, l'essence des existences précédentes, eh bien, a été transformée, moi je dirais plutôt transférée, dans le cervelet. Rosemary, tout à l'heure, vous en a parlé. Effectivement, le cerveau reptilien, notamment au niveau du cervelet, contient la mémoire karmique. Ça veut dire que c'est le disque dur, au fond, qui nous conditionne. Quand on arrive, disons, à la naissance, on n'est pas tout neuf, hein, malheureusement. Bon, peut-être heureusement, je ne sais pas, parce qu'effectivement, on est riche d'une expérience passée quand même. C'est très important. Donc, pardon ? Par contre, le cortex, il est neuf. Non, il n'est pas neuf, malgré tout. Non, il n'est quand même pas complètement neuf. Il est plus neuf que celui de l'expérience précédente. Tout à fait. Oui. Malgré tout. Disons qu'en tout cas, il contient des possibilités de transformation, disons, qui permettent d'aller court-circuiter, disons, ce qui se passe dans le cervelet. Ça, c'est clair. Mais enfin, voilà, pour dire que nous avons à la naissance un conditionnement, et au fond, ce que nous faisons de notre vie aussi, eh bien, constitue, disons, notre prison. Hein, parce que nous avons emmagasiné, on va le voir comment ça se passe. Alors l'ego, qu'est-ce que c'est que l'ego ? Eh bien l'ego, c'est la totalité de toutes ces images. Ça veut dire tous les schémas émotionnels du présent et du passé. L'ego, c'est la structure de notre passé individuel. Et l'ego est incapable de transposer une expérience ou une perception dans le présent actuel, par les organes, par l'activité des organes sensoriels. L'ego ne reçoit aucune image objective de la réalité. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que tout ce que vous voyez est constamment référé à ce qui est emmagasiné dans le cortex et dans les cerveaux reptiliens, et puis renvoyé à la conscience. C'est-à-dire que même au niveau sensoriel, par exemple, vous savez très bien que les sens ne perçoivent jamais directement la réalité. Ça veut dire que vous recevez une information, on peut dire de type électrique, qui est envoyée au cerveau, qui la décode et qui la renvoie au organe des sens. Ça veut dire qu'il y a d'abord une transformation qui s'est faite, mais elle se fait sur la base, bien sûr, de tout ce qui est inscrit dans le cortex. C'est quand même important, puisque nous nous rendons compte tout d'un coup que nous n'avons effectivement aucune vision objective de la réalité. Hein ? Ainsi, il y a un processus. Disons que les images que nous recevons suivent, comme toute création d'ailleurs, toujours un triple processus. Il y a d'abord, on peut dire, sur le plan idéal, il y a une impulsion qui est donnée et qui va être transmise, disons, au corps psychique, c'est-à-dire au corps de l'âme. Et ensuite, transmise, eh bien, cette impulsion, elle va être transmise dans la matière par ses lignes de force. En vérité, lorsque vous pensez, c'est mystérieux la pensée. Hein. Lorsque vous pensez, ça va tellement vite, parce que les vibrations du corps mental sont extrêmement rapides. Ce qu'il y a au-dessus, eh bien, ce sont des images. Et au-dessus des images, il y a des lignes de force. Puis ensuite, vous rejoignez le monde de la pensée abstraite, qui vibre à un niveau fréquentiel extrêmement rapide. Tout à l'heure, Rosemary a parlé des vibrations, mais c'est vrai que les vibrations astrales, elles ont été mesurées, je ne sais pas comment. Donc, on parle, disons, de 800 THz. Vous savez qu'un THz, eh bien, c'est 10 puissance 12 Hertz. Ça veut dire que ça va très très vite. Ça veut dire que ce qu'elle a voulu dessiner, Rosemary, tout à l'heure, c'est des milliards de vibrations par seconde. Donc ça va effectivement extrêmement vite. Hein, ça va extrêmement vite. Donc, tout ce qui s'imprime à nous, tout ce qui vient à nous, se fait sous cette forme-là. Et chaque fois que nous pensons, eh bien, au fond, nous créons des images. D'abord, se créent des images qui impriment le cortex. Alors, lorsque nous pensons, il y a des images qui se forment
intérieurement, et en même temps, par ces images, eh bien, le moi se crée lui-même, l'ego se crée lui-même. Alors, pour briser ce cercle dégénératif, il faut qu'il y ait un nouveau feu, qui vienne, disons, du noyau spirituel qui est dans le cœur. Parce qu'en fait, au départ, ce qu'on n'a pas dit exactement, c'est que le feu qui brûle derrière, disons, l'os frontal, eh bien, c'est la conscience naturelle. C'est le roi-moi qui trône sur son siège. C'est là qu'il se trouve. La conscience égocentrique, disons, on peut dire qu'elle se trouve effectivement comme un rayonnement de l'hypophyse, mais de façon extrêmement naturelle. Ça veut dire que lorsque le troisième œil est ouvert sans qu'il y ait le changement structurel, eh bien, on ne fait que percevoir ce qui est dans la nature, même si c'est très beau. Alors que lorsque le feu, lorsque l'énergie vient du cœur, à ce moment-là, elle modifie complètement, disons, le noyau, disons, central, le rayonnement de l'hypophyse, et à ce moment-là, il est possible qu'à un moment donné, eh bien, l'œil spirituel s'ouvre réellement. Donc c'est quand même très très différent. Alors, avant que ça se passe, il y a un processus naturel, malgré tout, et même spirituel, mais qui devra être, disons, dissous, parce que le chemin est un processus, et ce processus, même s'il est très élevé, constitue naturellement un pont entre les deux natures. Parce que là, on vous parle vraiment de la fin d'un processus. Et ce pont-là, même à un moment donné, devra être franchi et devra disparaître. Alors, l'image idéale que le candidat a créée, on peut dire dans son esprit, l'image qu'il a créée en allant le chemin, tout au long de cette purification, eh bien, doit être dissous. Pour qu'un homme meure et renaisse au sens spirituel, il doit être prêt à abandonner à nouveau, à laisser mourir toute image, même sublime, de la vérité qu'il a été édifiée en lui. On l'a vu tout à l'heure, tout recevoir, tout abandonner, afin de tout renouveler. Dans l'alchimie, d'ailleurs, ce processus est appelé solver et coagula. Alors, dans le livre, c'est vrai, dans le livre Les Noces alchimiques de Christian Rosecroix, vous avez aussi une description, si cela vous intéresse, de tout le processus alchimique, qui fait référence, disons, aux trois aspects, disons, de l'incarnation, ça veut dire du corps, de l'âme et de l'esprit, du soufre, du sel et du mercure. Donc il y a toute une alchimie, on pourrait, disons, imager ce processus en termes alchimiques. Nous l'avons, disons, objectivé en termes plutôt anatomiques. Alors maintenant, nous allons aborder le thème de l'anatomie de la libération. Dans le processus de la libération spirituelle, ce qui veut dire structurel, le cerveau est en même temps le tombeau. Le cerveau est en même temps le tombeau, la salle des noces et le sein où a lieu la naissance, alors que l'alchimiste lui-même, c'est-à-dire le candidat, est l'accoucheur. Dans ce lieu a lieu la dissolution des images. Dans la salle des noces a lieu l'union de l'âme avec l'esprit. Et dans le sein de la naissance a lieu la création d'un nouveau corps éthérique. Ça, c'est un mystère. C'est un mystère qu'on va juste évoquer peut-être pour vous le faire comprendre, mais qu'on ne peut pas développer. Ça veut dire que de la même manière que lorsqu'une mère, disons, en quelque sorte, possède de façon embryonnaire l'enfant dans son corps, à un moment donné, eh bien, cet embryon est animé par... La première chose qui vient, c'est dans le feu du serpent, c'est-à-dire dans la colonne vertébrale de l'embryon, il y a un feu qui vient, qui est au fond l'esprit humain qui va pouvoir intégrer l'embryon. Donc la naissance se fait de cette manière, et après le développement va pouvoir s'organiser. Mais c'est pareil en ce qui concerne, si vous voulez, la renaissance structurelle. C'est un profond mystère, mais il y a un nouveau corps qui va se former à partir, disons, d'un processus éthérique. Ça veut dire qu'il y a un germe qui aura été déposé, puisque l'union de l'âme avec l'esprit, qui produit un feu quelque part dans le cerveau, un éclair, eh bien, va être la déposition d'un germe à partir duquel il y a un nouveau corps éthérique qui va être formé.
qui va se faire dans la personnalité. Hein, c'est ça la naissance, la renaissance structurelle. Nous allons maintenant alors revenir sur l'anatomie du cerveau, donc dans les environs proches de la pinéale. Maintenant qu'elle ne parle plus, elle peut un peu tousser. Bon, la pauvre, bon. La preuve. Donc, nous allons décrire les principaux organes du cerveau qui sont impliqués dans ce processus. Et nous avons choisi, comme nous l'avons déjà annoncé plusieurs fois, eh bien, ce livre, Les noces alchimiques de Christian Roscroix, commenté, parce qu'il y a le livre et il y a les commentaires, par Jan von Reichenborg, qui est le fondateur de l'école de la Rose-Croix d'Or. Cette histoire, donc, alors, on va arriver au moment des noces. Peut-être tu peux projeter la salle des noces. Voilà. Bon, c'est un dessin, hein, c'est une gravure qui a été dessinée par un artiste hollandais qui s'appelle Geoffroy et qui illustre au fond le récit simplement. Alors vous voyez ici, il y a 3 couples. Hein. Il y a un prince d'âge, disons un prince noir en fait, celui qui est à droite. Il est noir dans le sens, bon, la traduction n'est pas très bonne, il est mort, il est plus foncé quelque part. Et il a une femme âgée qui porte un voile. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc il y a ce roi noir, disons, et une femme âgée qui porte un voile. Ce qui rappelle le collicule. Oui, oui, exactement. Alors nous allons faire, si vous voulez, une espèce d'analogie entre les couples royaux, les collicules et leurs fonctions. Parce que il faut comprendre que nous allons assister, en quelque sorte, on peut dire à une décapitation. Ça veut dire que nous avons ici 3 couples qui vont être décapités. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que les collicules, disons, supérieures, qui sont les collicules, disons, acoustiques? Non, visuelles. J'étais sûr que j'allais me tromper. Ça n'a pas d'importance. Qui sont les collicules visuelles, sont plus foncées. Alors, il faut comprendre que ce que nous voyons a une qualité particulière par rapport à ce que nous entendons. Qu'est-ce qui nous fascine dans la vie? C'est ce que nous voyons. Ça veut dire que nous courons sans arrêt après, disons, des mirages, quelque part. Que tout au long de notre vie, ce qui nous fait agir, au fond, c'est ce que nous représentons, ou ce que nous voyons, ou ce que nous nous représentons. Ce sont toujours des images. C'est toujours la vue, quelque part. Oui, c'est toujours. Nous sommes emprisonnés, au fond, et fascinés, eh bien, par ce que nous voyons. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que le roi noir et sa femme voilée représentent ce qu'on appellerait, dans le symbolisme gnostique, eh bien, le mal relatif. Ça veut dire que le mal relatif n'est pas le mal au sens moral où nous l'entendons. Le mal relatif, c'est au fond tout ce qui va nous faire prendre des vessies pour des longs termes, tout ce qui nous fait courir, tout ce qui nous, au fond, fait en sorte que nous croyons que la vie que nous menons ici est la vie que nous devons mener. Hein. Tout ce qui nous enracine dans cette vie, eh bien, constitue, on pourrait dire, par rapport à un bien supérieur, à ce qu'on appellerait le mal relatif. Hein. Voilà. C'est pour ça que, d'ailleurs, le mal relatif, vous voyez, a un aspect masculin et féminin. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de la femme et de l'homme, attention. Il s'agit du principe masculin et du principe féminin, ce qui est très différent. Ça veut dire que le mal relatif, au fond, a un côté suggestif et un côté réalisateur. Hein. Ça veut dire que
il y a en nous quelque chose qui nous suggère de réaliser, d'avoir un objectif, disons, terrestre, et ensuite nous le réalisons. Et quand nous l'avons réalisé, eh bien, nous passons à autre chose parce qu'il ne peut pas nous satisfaire. Donc nous courons peut-être toute notre vie, ou de vie en vie, à travers les objectifs terrestres. Et, si vous voulez, ce roi noir et cette femme voilée, eh bien, représentent le calice d'amertume que nous devons boire tout au long de notre vie. Et c'est représenté, en quelque sorte, par eh bien, les collicules, disons, qui correspondent à la vision. Donc, ça veut dire que toutes les images que nous nous sommes formées, eh bien, à un moment donné, doivent être dissoutes. Même les images les plus sublimes. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours le moi, quelque part, qui cherche, disons, à réaliser quelque chose ici-bas. Alors que le roi plus âgé et sa jeune femme, eh bien, pourquoi représente le son? En fin de compte, le son nous dévoile la nature des choses. Par exemple, imaginez que vous avez devant vous deux cloches. Une cloche de métal, de bronze, et une cloche de plastique. Mais très bien limitée. Vous ne pouvez pas, disons, distinguer une cloche de l'autre. Avec la vue, vous ne pourrez pas. Mais si on frappe la cloche, vous allez tout de suite faire la différence. Ça veut dire que, au fond, vous êtes renseigné, disons, par le son, par l'intérieur des choses. Lorsque vous entendez, d'ailleurs on dit bien l'entendement. Qu'est-ce que ça veut dire l'entendement? C'est la compréhension, mais c'est aussi l'oreille. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a plein de vocables en français, notamment aussi pour la vision, avoir une vue claire, avoir une vue... il y a plein d'expressions qui touchent la vue et l'oreille et qui expliquent que nous comprenons les choses d'une certaine manière, soit en les voyant, soit en les entendant. Alors, l'ouïe, en quelque part, ce couple-là, on peut dire, représente le bien relatif. Ça veut dire qu'en fin de compte, par le fait d'entendre les choses, lorsque nous voulons, disons, lorsque nous avons compris que notre objectif n'est pas sur cette terre, nous cherchons toujours à accomplir autre chose. Heureusement, ça nous fait aller, alors non plus de façon égocentrique, mais pour rechercher la vérité. Mais malgré tout, nous le faisons toujours sur une base naturelle. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que la jeune femme, justement la jeune reine ici, elle est jeune et fraîche parce qu'elle nous donne toujours l'espoir de découvrir, disons, au-delà du bien naturel, quelque chose d'absolu. Mais malgré tout, ce couple-là aussi devra mourir. Parce que c'est une tendance, si vous voulez, qui est, on peut dire, plus haute que simplement celle que nous donne la vision, mais néanmoins, nous courons toujours, on peut dire, sur la même surface. Il y a une différence entre explorer une même surface et s'élever d'un cran pour découvrir un autre aspect. Donc vous avez là, si vous voulez, ces deux couples royaux, donc, qui représentent donc les collicules inférieures et supérieures. Mais vous avez aussi un troisième couple. Donc vous voyez qu'ils sont assis, au fond, c'est un jeune couple, qui représente l'hypophyse et l'épiphyse dans le cerveau. Et vous voyez qu'ils ne sont pas encore couronnés. La couronne, est comme suspendue au-dessus de leur tête, parce que c'est simplement à un moment particulier, lorsqu'effectivement l'état, disons, de conscience du candidat aura atteint ce niveau où effectivement, eh bien, ces vieilles mémoires auront été complètement effacées parce qu'il aura réussi par son comportement. Comprenez bien que l'incidence, disons, dans le cerveau d'un processus ne peut être, disons, réalisée que parce que la personne incarne ce processus dans sa vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire mentalement. Parce que si vous incarnez quelque chose dans votre vie, eh bien, vous rentrez en résonance avec ce que vous avez incarné. Sinon, ça reste, disons, une imagination. Tout à l'heure, on l'a vu, nous créons des tas d'images extraordinaires du chemin ou de la vie, peu importe. Nous avons plein de projets qui, en partie, se réalisent, mais en partie sont absolument irréalisés. Et tout ce qui n'est pas réalisé constitue la prison, disons, inscrite dans le cortex. Donc, c'est important. Donc là encore, vous avez un aspect du chemin qui nous mène vers la réalité. C'est-à-dire que, pour autant que vous n'avez pas réalisé certaines choses,
vous ne pouvez pas prétendre, disons, à obtenir un changement structurel. Effectivement, à un moment donné, donc, ces 6 personnages sont décapités. Alors l'auteur, parce que là je cite l'auteur, il dit « Ce qui va suivre est un événement qui paraît macabre. Avant de célébrer les noces, les 6 personnages sont décapités et le bourreau lui-même est mis à mort. » Une certaine justice quand même. Bon. Beaucoup les morts. Comment vous avez dit que c'était le chercheur? Pardon? Qui était le chercheur? C'est la personnalité, c'est ça? C'est peut-être la force Judas. Vous allez voir. Donc en premier lieu, là c'est un rappel, nous vous rappelons que lorsque nous évoquons tant d'homicides et de sang, nous ne devons jamais oublier qu'il s'agit d'indications symboliques, naturellement. Elles sont relatives à des processus au cours desquels sont dissoutes et libérées les structures qui, depuis des éons, depuis des périodes très très importantes, on assujettit le candidat à la matière et au temps. C'est-à-dire, avant que l'âme puisse se connecter à l'esprit, c'est-à-dire que l'hypophyse puisse se relier quelque part à la pinéale, nos vieilles valeurs, nos croyances et leur cortège d'images doivent être abandonnés de manière structurale. L'exécuteur de la sentence, qui est-ce? Pardon? Oui, mais qui en nous? Nos égaux. Oui, et qui dans l'ego? Quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie qui nous fait agir? C'est la volonté. Voilà. Ben, vous saviez, vous l'avez deviné. Donc, l'exécuteur de la sentence est la volonté du candidat qui doit aussi mourir. Et donc là, il s'agit d'une transmutation. Il ne s'agit pas des morts physiques. Non, non, bien naturellement. Non, mais ça, on a compris. Il ne s'agit pas d'une mort physique, il s'agit d'une mort, disons, intérieure. Donc nous venons de voir ensemble comment ces processus psychiques, physiologiques, peuvent interréagir de manière à être la base d'un changement structurel. Nous venons d'examiner quelques aspects qui ont lieu dans le cerveau. Cet arc de lumière, qui est rendu possible par le fait que le troisième ventricule est baigné dans une matrice dans laquelle il y a un liquide, naturellement. Il y a un processus de transformation alchimique qui a lieu au niveau du troisième ventricule et qui permet, disons, à cet arc de lumière de pouvoir se manifester. Alors naturellement, aussi Rosemary en a parlé tout à l'heure, nous faisons toujours mention de ces choses, mais il faut se rappeler que toutes ces choses sont des processus, malgré tout. Et qu'il ne faut pas les voir comme, si vous voulez, instantanés. Ce sont des processus qui prennent du temps, il y a des attouchements, il y a des mouvements de va-et-vient, disons, entre, on peut dire, le candidat et la lumière, heureusement qu'il lui permet d'avancer à son rythme. Parce que s'il était touché directement par un tel niveau de fréquence, il serait évidemment instantanément grillé. Pour ne pas dire caramélisé. Voilà, donc, cette expérience, eh bien, est l'aboutissement d'un long processus de transformation qui est basé sur ce que nous avons expliqué, ce que Rosemary a expliqué dans la deuxième conférence. Et nous voulons parler de la libération de la prison des sens. Et notre plus grand souhait est que vous puissiez connaître ce désir ardent de l'âme. Alors, nous vous souhaitons une très belle vie. Voilà. Si vous avez encore... Non. Nous, on a le temps, tu vois. Je ne sais pas si Jean-Claude, on a le temps de... Oui, bien sûr, on a des questions. Voilà. Si vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas. Si la matière était vaste et importante. Oui, vous étirez, d'accord. J'ai beaucoup de questions, mais j'ai un peu trop.
Il y a trop de questions. C'est une espèce d'ananas qu'on voit sous la table. C'est pas une représentation de la pinéale en clair. De pommes de pain. On n'est pas sur la table. Et alors, je compte 4 sphinges autour. Pardon? 4 sphinges autour. Oui, oui, exactement. Il y a beaucoup de choses. C'est un dessin bourré de symboles. Ici, le temps, le chronos, c'est Oui, oui. Il y a beaucoup de symboles. Chaque symbole se réfère à disons, un aspect du voyage de Christian Rose-Croix lorsqu'il arrive dans la salle des noces, et notamment de l'état dans lequel se trouve son cerveau. Alors, on n'a pas voulu, disons, s'attarder sur tous les détails qui n'auraient pas beaucoup d'intérêt, mais si ça vous intéresse, alors lisez le livre. Vous avez 2 tomes de 300 pages, mais ça se lit comme un roman. J'ai aussi le déjeuner qui Oui, vous avez aussi, voilà. Vous avez aussi le petit livre donc, que nous avons édité sur ces conférences. est un peu plus explicité. Voilà. Qui en dit un peu plus que ce que nous avons raconté aujourd'hui. Avez-vous étudié l'os ethmoïde? Bien que ce ne soit pas directement le cerveau, mais l'os ethmoïde. Oui. Avez-vous étudié sa place, son rôle précisément? L'os ethmoïde est un os criblé, effectivement, qui permet, disons, d'inhaler des substances éthériques, hein, effectivement. Parce que c'est vrai que par l'os ethmoïde, il y a des influences qui arrivent directement, disons, dans la zone du cerveau. C'est en relation à la respiration, il y a ces nouveaux éthers qu'on peut respirer autrement. Oui, madame. J'ai lu que la glande pinéale pouvait s'encrasser. Que la glande pinéale peut aussi se cristalliser, carrément se durcir, oui, naturellement. Que c'est calcifié. Que c'est calcifié, oui, oui. Non, non. Vous êtes d'accord avec ça? On ne connaît pas les processus, mais en effet, lors de... Les écrans électromagnétiques sont aussi une cause. Je ne connais pas, mais lors de radios simples, profil de crâne, on voit relativement souvent des pinéales calcifiées. Mais on ne sait pas, la médecine n'explique pas le pourquoi. Donc, quand elles en sont à ce processus-là, il ne peut plus y avoir ce processus de l'éveil. Non, c'est pas forcément. On ne sait rien. De manière incomplète. Il y a toujours l'organe éthérique. Hein. Il y a toujours l'organe éthérique. Alors, on ne sait pas. C'est comme il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de thyroïde, mais il a l'organe éthérique. Je pense que par rapport à une force spirituelle, quand le désir ardent de l'âme s'est fait entendre beaucoup, je ne pense pas que ce soit abstrait. Parce qu'autrement, on serait tous un peu grillés. Surtout à un certain âge, on a tous un moment ou un autre. La pinéale, c'est encore un organe qui était assez mal connu. Très, très mal connu. Disons que quand on l'a décrit anatomiquement, là, à l'époque où Jan van Regenborg a écrit ce livre, c'est assez étonnant tout ce qu'il peut dire à propos de la pinéale, justement, par rapport aux connaissances qu'on avait à l'époque, parce que ça a été écrit, disons, les commentaires ont été écrits dans les années 40. Pardon, vous n'avez pas parlé de l'hippocampe. Pourquoi ? Non, c'est-à-dire c'est plus en relation avec l'hypophyse. L'hypothalamus, le thalamus, tout ça c'est plus en relation, mais non. C'est le centre de la mémoire. Le centre de La mémoire. c'est un des centres. Un des Ça veut centres. dire que quand l'hippocampe se dégénère, la mémoire se dégénère aussi. Non? Vous savez, on a fait des essais très surprenants et pas toujours, à mon avis, très éthiques, mais bon, paraît-il que c'est les besoins de la science. On a enlevé pas mal de cerveaux de rats. D'abord, on les a fait mémoriser des routes pour
trouver la nourriture, et on enlevait une partie d'un lobule du cerveau, et après à l'autre et à l'autre. Et les rats continuent à aller, ils ont mémorisé leur endroit pour aller manger. Donc, c'est pas trop bien. C'est sûr qu'il y a une relation avec la mémoire. Hein? Non, non, il a une Il relation. n'y a pas qu'un hippocampe, parce qu'on a dit toujours l'hippocampe, il y en a deux. Il y a encore beaucoup, beaucoup à étudier sur le cerveau. On connaît vraiment peu. Vraiment. Oui, et puis il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a une plasticité du cerveau, disons, qui est possible, qui rend possible des fonctions par le fait du corps éthérique. Au moment où vous avez une partie, disons, qui disparaît, eh bien, comme elle existe au niveau de la matrice, elle peut être réorganisée au niveau du corps. C'est le phénomène des membres fantômes. On vous enlève une jambe et le patient de toute la vie a décrit des douleurs parfois atroces. Et tout le monde, avant, vous êtes un peu... Hein, et maintenant, on décrit les membres fantômes. Il n'a pas la fonction du membre. Oui. Il n'a pas la fonction du membre. Non, bien sûr. Mais le cerveau peut se reconstituer. Oui, mais éthériquement, il y a quand même... Vous savez, c'est très connu, un monsieur, je crois que c'était aussi un naturopathe ou quelque chose comme ça, un thérapeute en tout cas, qu'il a eu un accident entre les années 70-80 aux États-Unis, sorti dans la télé, comme ça. Il avait son avion privé, enfin l'accident, il est resté paralysé, tétraplégique. Ce monsieur pouvait seulement bouger les paupières. Et il a dit, ça c'était le mois de mars, il a dit, à Noël, je sortirai debout. Bon, tout le monde a dit, bon, la pauvre monsieur, voilà, sous les chocs, il avait avec respiration artificielle, etc. Quelques jours plus tard, il n'avait plus besoin de respiration artificielle. Quelques jours plus tard, il pouvait se nourrir pas seulement avec la sonde, mais il commençait. Ça, c'était le mois de mars. Faisons version courte. Le 24 décembre, et c'est filmé, hein, j'ai vu le film. Bien sûr que le monsieur ne sort pas en sautant, on est d'accord. Il est avec une canne, même deux, mais il marche. Il marche. Il s'est reconstruit lui-même. C'est clair que pas tout le monde a telle capacité de concentration. Ces messieurs connaissaient déjà des techniques particulières, mais la capacité du cerveau est vraiment très encore méconnue, inconnue. C'est pas du miracle, c'est simplement des choses qu'on ignore et qu'on ne sait pas utiliser. Mais la mère, l'enfant est sur un camion, il y a des photos, et la mère arrive à soulever 1 centimètre peut-être, ou même 2 centimètres, suffisamment un camion poids lourd pour que le gamin, mais elle ne réfléchit pas. Et c'est impossible d'avoir cette force. Mais il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Simplement, on n'a pas encore l'explication rationnelle. Mais ça existe. Et ils ne sont pas des miracles. C'est simplement qu'on a beaucoup d'ignorance encore. Vous parlez des deux lobes de l'hypophyse et d'un troisième intermédiaire, pas très connu. C'est la terra incognita ou... Oui. Ça n'intéresse pas. Pour le moment, enfin peut-être ça intéresse à quelques chercheurs, mais disons, il n'y a pas des tonnes d'articles sur les lobes intermédiaires de l'hypophyse. Mais je pense qu'il doit y avoir une circulation intermédiaire qui fait que l'adénohypophyse et la neurohypophyse peuvent s'interconnecter par l'intermédiaire de ces vaisseaux entre les deux. Ça, il a déjà un lien d'unification, intermédiaire. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec une réactivation d'ADN? De l'ADN Par rapport à tout ça, est-ce que ça... Par rapport à l'hypophyse ou par rapport à ce qu'on disait? Non, par exemple, le fait de l'illumination finale, est-ce qu'il y a après une réaction? Nous travaillons avec un appareil qu'on appelle la médecine quantique. Bon, c'est une façon d'appeler, c'est pas vraiment des quantiques parce qu'il n'y a pas de quantum. Hein. Mais
le physicien qui l'a inventé, ça fait déjà 12-14 ans, il a mis un programme. Quand j'ai vu ces programmes, je me suis dit, mais il est fou ce type-là. Parce que c'était pour intervenir sur l'ADN. Or, vous connaissez que l'ADN, vous êtes né et voilà, vous êtes déterminé, plaise ou déplaise. Il y a 2 ans, qu'est-ce que je vois? Des travaux d'une université allemande qui vient de démontrer que l'ADN est modifiable. C'est clair. Évidemment, c'est pas comme ça. Hein? Comment le modifier, tout ça, c'est encore toute une étude. Mais rien n'est figé. Et c'est ça, je trouve, le grand miracle de l'être humain. J'ai entendu des physiciens qui disaient, mais encore le plus miraculeux de l'être humain, c'est le libre arbitre. Ils sont tous en train de savoir, ils ont même fait une formule physique sur le libre arbitre. Ne me demandez pas laquelle, parce que c'est hors de mes moyens. Mais on a tellement de choses à découvrir et on est vraiment un chef-d'œuvre. La médecine quantique, il y a des appareils comme Life et... Oui, Tout à fait. nous travaillons avec les sociaux, mais Oui, bon, mais c'est toujours les mêmes... oui, à peu près. Et vous y croyez? Ah. Vous pensez que... Ça dépend lesquels. Ça Par dépend. exemple, Life. Non, mais le principe, disons, on ne va pas faire l'apologie d'un appareil par rapport à un autre, mais le principe, disons, est tout à fait logique. Ça veut dire que dès l'instant où vous connaissez une fréquence particulière, vous pouvez, disons, l'envoyer sur une personne, par exemple, pour obtenir les effets de cette fréquence. Et vous réinformer de la fréquence naturelle biologique. On l'a fait, disons, ça a été fait en laboratoire de nombreuses fois. D'ailleurs, beaucoup d'expériences ont été faites. Par exemple, Benveniste, il a fait des expériences sur l'héparine, où il a envoyé la fréquence anticoagulante sur du sang, sans substance, et il a empêché le sang de coaguler, rien que par la fréquence. Bon, il y a des centaines d'expériences qui ont été faites. Donc il est logique de penser, disons, qu'avec des fréquences, toutes les fréquences, c'est pour ça que le chemin, un chemin spirituel devient compréhensible, parce que c'est la mise en résonance, disons d'autres fréquences. Hein. Il faut la répétition. Vous voyez, quand vous avez des enfants, ils vous disent après manger, il faut se brosser les dents. En général, en tout cas pas les miens, il a fallu répéter ça pendant 2-3 ans. Hein? C'est pas une seule fois et mes enfants ont obéi, ils se sont brossés les dents tous les jours après manger. Non, la médecine quantique, hein, qui agit sur les fréquences, c'est pas parce que vous allez une fois et vous faites un traitement et voilà. Il faut réinformer beaucoup de fois. Parce qu'il faudrait regarder tous les gens des risques des cellules. Donc c'est par l'esprit. Qui réalise Il y a des personnes qui guérissent. Des coupeurs de feu. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 mais ça c'est... Oui. Ça même les hôpitaux, ils s'emploient, ces coupeurs de feu. Ça c'est sûr. Et tout là, on ne s'entre pas dans ces conférences, mais on connaît les fréquences vibratoires, et à partir de cette nature, cet univers, vivre à un maximum de X terahertz, et après il y a la barrière du son, et après il y a d'autres fréquences que nous ne pouvons pas atteindre comme ça normalement. Et au fond, les buts de toutes les écoles initiatiques dans toute l'histoire de l'humanité, c'était de procurer une sorte de brèche pour permettre aux candidats de pouvoir petit à petit, avec des exercices à l'époque ou d'autres manières, de pouvoir accéder, de monter dans cette fréquence vibratoire qui n'est plus de cette nature. Il n'y a pas d'autre secret. C'est toute une histoire des fréquences vibratoires. Déjà avec les sons. On arrive à avoir des vibrations. On peut faire le A, enfin, chanter. Là, c'est encore, oui, mais là, c'est encore au-delà de ce qu'on peut arriver à faire. Vous avez d'autres questions très brûlantes? Messieurs, qu'il a beaucoup de questions.
Non, j'ai laissé mon bras parce que quand vous parliez de modification de l'ADN, je pensais qu'on parlait d'un déclenchement d'une modification naturelle par réveil de l'hypophyse. Et après, vous avez parlé d'expérience. Donc, j'ai pensé que ça, c'était pas la même chose. Je voulais que vous l'expliquiez. Non, c'est pas par réveil de l'hypophyse que l'ADN va s'échanger. Non. Ah bon. Pas ma connaissance jusqu'à présent. Si tu as déjà un nouveau corps astral, c'est déjà pas mal. Tu as déjà une nouvelle enveloppe là. Bon, c'est déjà bien, non? Tiens, quand vous parliez de 4 jours, après 4 jours des noces, je me souviens plus, je l'ai lu il y a longtemps, il y a encore 3 jours après. Oui. Une semaine. Exactement. Quand même 3 jours. C'est un processus septuple. Bon, c'est une semaine. Une semaine. Oui, oui. C'est une longue semaine. Tout est septuple. La localisation de l'atome originel dans le 4e ventricule m'intrigue. Cette précision m'interpelle. Ça correspond à quoi? On me dit ça, c'est pas je parlais du cœur. Oui. Du cœur, hein, oui. Oui, L'atome- c'est un ventricule du cœur. Oui. Ventricule droit. Ça correspond, c'est la seule chose peut-être que je ne connais pas vraiment. Il y a des nodules très particuliers du cœur, hein, de Arshur Tabara. Mais ça, c'est la seule chose que... Mais ça, c'est une information qui est donnée par les initiés. Voilà, Parce ça que je ne sais pas. personne ne peut localiser géographiquement, disons. Ça, c'est une donnée qu'on peut refuser naturellement, mais qui est donnée par des initiés. On connaît C'est pas. très précis tout de même. Oui, c'est au sommet du ventricule droit du cœur. Mais il y a quand même un nodule qui est fondamental pour la conduction des battements cardiaques. De toute Il y a façon, quand même quelque chose, un centre énergétique vital pour le cœur est très important. Mais est-ce que ça correspond? Je n'ai pas ce savoir. On entend des résonances sémantiques également entre l'anatomie du cœur. Oui, tout le restant, parce qu'on a fait un travail de recherche, toute une équipe, et on s'est rendu compte, surtout par exemple avec les thymus et l'hypophyse, personne connaissait des connexions. Il y a un potasson, hein. On a vu qu'il existe des interleukines qui vont directement depuis le thymus jusqu'à l'adénohypophyse. Voilà, donc on a fait tout un travail de recherche, on a vu qu'il y a des voies, des autoroutes pour tous ces types de processus qui peuvent expliquer comment se font ces liens. Mais pour l'atome étincelle d'esprit, ça, on sait qu'il y a ces nodules, mais moi, je n'ose pas affirmer qu'il s'agit de celui-ci. Peut-être, c'est possible. Je n'ai pas cette connaissance. Oui. J'ai retenu que le cervelet était le lieu des dépôts cardiaques, Oui. du microcosme. Oui. Donc pas forcément nous, quoi. Enfin, de tout ce qui a été dans C'est là toute l'histoire de l'espèce aussi. Hein. D'ailleurs, quand on voit, c'est un peu comme des châtaignes, un noix, une noix plutôt. Hein. Un sentiment de que c'est un corps un peu cailleux, un peu vieux. Ça fait vieux. Par rapport au reste du cerveau, ça fait très vieux. Les femmes ont beaucoup d'imagination. Enfin, les hommes aussi. J'ai rien dit. Il faudra une fois qu'on vienne donner les conférences sur l'homme et la femme, qu'on a fait aussi. Intéressant. Vous allez revenir en bientôt. Vous allez revenir Je sais pas. Écoutez, en tout cas, nous vous remercions de votre grande écoute, hein, et nous vous souhaitons encore une fois une très belle soirée.